Bonjour, alors nous sommes le 22 mars 2022. Cette vidéo s'adresse aux gens qui croient encore être informés par des médias qui dénoncent les abus de pouvoir des 5 plus grands producteurs de médicaments, communément appelés Big Pharma. Pour vous montrer que ces médias ne vous informent pas, je vais analyser un reportage posté sur Arte YouTube le 27 octobre 2021 dont le titre est « La face cachée de notre santé ». Mais mon but n'est pas de cibler spécialement Arte, c'est juste un exemple parmi d'autres. Alors, on me reproche souvent que mes vidéos soient trop longues. Donc, pour ceux qui n'ont pas le temps, je vous invite à aller aux 5 dernières minutes de la vidéo parce que je prévois de faire une conclusion, voilà, dans les 5 dernières minutes. Alors, le film est constitué d'une série d'affaires qui s'articulent autour d'une même intrigue. D'un côté, on a des malades atteints de maladies mortelles et de l'autre, des marchands de médicaments qui exploitent la dépendance des malades aux médicaments pour faire fortune. On est dans un parfait scénario d'emprise d'un bourreau sur sa victime. Les marchands sont accusés de jouer avec la vie des gens, soit en mettant en circulation des médicaments mortels, soit en faisant flamber leur prix. Dans une atmosphère d'enquête policière, le reportage dénonce férocement les stratégies par lesquelles les marchands parviennent à leurs fins, comme les publications mensongères, la corruption des agences qui autorisent la commercialisation des médicaments, la corruption de certains médecins ou l'emploi des meilleurs avocats et la complicité de Donald Trump. Côté victimes, les malades interviewés sont choisis parmi les plus traumatisés par la cruauté de cette politique et les témoignages sont bouleversants, pendant que la voix off liste des chiffres indécents de morts côté malheureux malades et de gains pour les vilains marchands. Le rapport de force entre les bourreaux et les victimes est révélé par le récit de différentes affaires conduites devant la justice. Dans cette mise en scène, tous les outils cinématographiques sont utilisés pour caricaturer la situation et les personnages. On choisit des cas extrêmes, on utilise des mots et des chiffres extrêmes, le tout sur un fond musical stressant. La politique du choc commence dès la première image par un gros plan sur un type qui a un regard cynique, accompagné d'une voix off qui décrit son comportement comme inhumain parce qu'il a augmenté le prix d'un médicament de 5000%. Donc vous voyez, on emploie des chiffres énormes. Son grand sourire témoigne de son indifférence quant aux conséquences de ses actes sur la santé des gens. Dans les 30 premières secondes, on a déjà tous les ingrédients qui vont être utilisés dans chaque épisode pour nous plonger dans l'émotion jusqu'à la fin. Côté victime, les témoignages sont bouleversants par les enjeux de vie et de mort qui sont au cœur des affaires. Le tout assaisonné d'images de cimetières. Les récits et les regards des témoins sont poignants et pathétiques, comme celui-ci par exemple. Le diagnostic de ma maladie a été un choc. C'est une maladie effrayante. Pas de traitement jusqu'en 2005. Une maladie chronique qui ne se soignait pas. C'est la première maladie au monde. Un autre témoin nous attendrit sur les effets terribles de l'hépatite C, comme d'avoir le cancer ou finir en encéphalopathie hépatique. Avec une leucémie à 18 ans, sa vie se met en pause et c'est terrible pour la famille. Alors, je ne nie pas la gravité de ces affaires, qui est bien réelle, mais j'ose reprocher à cette présentation d'être incomplète, à la fois sur la répartition des responsabilités et sur les moyens de résoudre la problématique. Car Big Pharma ne marche pas seul, et sa diabolisation sur le mode hollywoodien est faite pour dévier votre regard de ses complices. Nous verrons cela plus loin. Avant cela, parlons d'un autre outil qui s'ajoute à la caricature pour vous désorienter. Pendant qu'on lynche Big Pharma, on fait courir discrètement des messages implicites contradictoires et qui blanchissent ses complices, des messages qui sont posés au milieu du décor comme des postulats indiscutables. Voyons de quel postulat il s'agit.
Alors, le premier postulat est la fatalité de la toute-puissance des laboratoires. En même temps qu'on diabolise les méchants producteurs de médicaments, on place des phrases qui affirment leur toute-puissance. Donc, je vais vous donner une liste de citations. Big Pharma est plus riche et plus puissante que jamais, forte de ses réseaux d'influence. Elle peut à elle seule décider des politiques de santé. La puissance des labos est réelle et on ne peut pas la contester. Elle est fantasmée pour déstabiliser les victimes. Ses puissantes stratégies pour obtenir l'exclusivité. La puissance financière de grandes firmes lancées dans une course au profit démesurée. Avec sa puissance financière, Novartis est devenu co-détenteur du brevet, etc. Si avec tout ça, on ne sait pas que Big Pharma est puissante, on ne le saura jamais. Si on voulait nous en convaincre, on ne s'y prendrait pas autrement. Mais quand on sait que le mot puissance a une connotation positive dans notre inconscient, on se demande ce que cela vient faire dans un reportage qui est censé dénoncer la cruauté des marchands. De deux choses l'une, soit les marchands sont admirables pour leur puissance, soit ils sont méprisables par leur cruauté. Mais comment peuvent-ils être les deux à la fois? Quand vous parlez d'un homme qui a tué sa femme, vous dites que c'est un criminel, un assassin, un monstre et autres vilains mots. Mais vous ne dites jamais qu'il est puissant. Si ce reportage était cohérent, il qualifierait les marchands de parasites, d'empoisonneurs ou de mafieux. Mais que vient faire le terme de puissance dans ce reportage? Cherchez l'erreur. Si l'aspect contradictoire de la cohabitation de ces deux informations vous échappe, il n'échappe pas à votre inconscient et vous sortez de là avec l'affirmation inconsciente que la cruauté est admirable. Vous appelez ça de l'information? Ça vous convient? Mais la confusion ne s'arrête pas là. Un message implicite en cache d'autres. Derrière l'affirmation de la toute-puissance des marchands, il y a l'affirmation de leur invincibilité. Et ce point de vue est renforcé par l'absence totale de discussion sur la pertinence de leur existence. Le seul reproche qui leur est fait est d'abuser de leur pouvoir, mais personne ne remet en question ce pouvoir. Tiens, encore un mot positif pour décrire ce qui est en réalité une emprise sur leurs clients. Exactement comme un petit dealer de quartier tient dans sa main ses clients addicts. Plus ils consomment, plus ils ont besoin de consommer. Nous verrons plus loin que la comparaison est parfaite, car les médicaments sont des drogues, comme l'indique le vocabulaire anglais qui les appelle « drugs ». En les commercialisant, les marchands de médicaments se comportent en trafiquants de drogue. Mais je ne sais par quelle anomalie ce qui est un délit pour les petits dealers est un bienfait pour ces trafiquants. On dit des trafiquants de drogue médicamenteuses qu'ils sont puissants, tandis qu'on qualifie les dealers de délinquants. Et les premiers dînent avec les ministres, tandis que les seconds croupissent en prison. Cherchez l'erreur. C'est ici que l'on comprend à quoi sert la caricature qui règne dans ce reportage. Pendant qu'on diabolise les débordements des marchands, on cache la misère, on cache l'illégalité des fondamentaux. Pendant que vous vous révoltez des exagérations des marchands, vous ne discutez pas leur existence. Et c'est gagné pour les marchands qui peuvent continuer leur trafic sans être dérangés. On retrouve ici une stratégie bien connue des pervers qui consiste à produire un discours à la fois double et contradictoire du genre « je te fais du mal, mais c'est pour ton bien, c'est par amour pour toi ». Dans notre affaire, on vous dit « les marchands exagèrent, mais c'est le prix à payer pour échapper à la mort, on ne peut pas s'en passer ». Alléluia. Voyons maintenant à quoi sert la narration des multiples procès engagés contre les marchands. Elle vous sert une solution toute faite pour vous empêcher d'en chercher une par vous-même et de trouver la vraie solution. Nous verrons cela plus loin. Les procès servent à vous faire croire à la fois que le rapport de force est la seule solution et que ce rapport de force est assuré par quelques courageux qui montent au front pour vous.
Pour vous endormir, quelques résultats sont mis en avant, comme la réduction du prix du médicament contre la leucémie, qui passe de 320 000 à 287 666 €. Tiens, un nombre qui finit par 666, qu'est-ce que ça vient faire là? Et pourquoi faire apparaître ce nombre plutôt qu'un autre dans un reportage qui dénonce un comportement machiavélique? Quel hasard! En résumé, on stimule d'abord votre sentiment de vulnérabilité devant la toute-puissance des marchands pour la définir comme une fatalité, puis on endort votre capacité de résistance ou de rébellion en vous servant toute cuite des solutions qui n'en sont pas. La vraie solution est pacifique et bien plus facile que vous ne le croyez, j'en parlerai plus loin. Je fais cette analyse pour ceux qui m'ont recommandé ce film en croyant qu'il participait à la lutte contre Big Pharma alors que c'est tout le contraire. Ce film est au service de Big Pharma, c'est une peau de banane glissée sous les pieds des alerteurs qui la dénoncent. Il est fait pour maintenir la situation telle qu'elle est et ça marche. Alors, le deuxième postulat est l'affirmation que la santé est collective et sous l'autorité des institutions. En vérité, ce film met en évidence les inconvénients du commerce de médicaments. Mais ce commerce n'est pas une fin en soi. Il est le sous-traitant d'une politique appliquée aux maladies qu'on appelle la médecine. Par extension, on peut donc dire que ce film parle des inconvénients de la médecine. Un titre adapté serait donc « Les inconvénients de la médecine ». Mais aucun de ces mots n'est utilisé pour le titre qui est « La face cachée de notre santé ». Si on lit ce titre au premier degré, il ne veut strictement rien dire, car la santé n'a pas de face cachée. De plus, ce titre ne correspond pas au contenu du film, qui parle de médicaments et d'argent, mais pas du tout de santé. C'est étrange. À votre avis, pourquoi dit-il la face cachée à la place de les inconvénients? Et pourquoi dit-il notre santé à la place de la médecine? Pour répondre à cette question, je propose d'observer ce titre au microscope, car il a bel et bien quelque chose à dire contrairement aux apparences. Si son message échappe à votre conscient, il n'échappe pas à votre inconscient et c'est bien le but. D'abord, si le titre employait le mot « inconvénient », cela donnerait « les inconvénients de notre santé ». Là, on voit tout de suite la contradiction, car la santé n'a pas d'inconvénients. Mais alors, pourquoi est-ce que ça passe avec la face cachée? Il y a 3 raisons à cela. D'abord, la face cachée porte en elle une dimension mystérieuse, imprégnée d'intrigues et de suspense, qui sont empruntées au domaine des films policiers, et qui prépare le public à percevoir le film à travers le filtre du sensationnel. Par là, elle détourne votre esprit critique de ce que le film va vous servir. Mais ce n'est pas tout. La notion de face cachée fait étrangement écho à notre condition quotidienne qui consiste à cacher notre face avec des masques depuis l'apparition des scénarios pandémiques. Cela en rajoute une couche à la dynamique émotionnelle déjà en place. La troisième utilité de cette expression sera développée plus loin. Observons maintenant le mot « notre » qui met la santé au pluriel. Ce mot attribue une dimension collective à la santé, car derrière « notre », il y a « nous ». L'air de rien, ce tout petit mot a une importance capitale dans le titre, car il fait de la santé une affaire publique, un bien commun. Et cette affirmation est indispensable pour organiser un système médical hiérarchisé, car un peuple ne peut s'organiser sans gouvernance. En posant pour postulat que la santé est collective, ce nôtre nous enfonce dans le crâne ce qu'on a entendu toute notre vie, à savoir que la santé est l'affaire des experts et qu'à ce titre, nous devons leur confier la nôtre. Et le tour est joué. De l'expertise à l'autorité, il n'y a qu'un pas, la première justifie la deuxième. Ça commence par le médecin de quartier et ça termine au ministère, en passant par toute une ribambelle d'organismes
comme l'hôpital, la Sécu, l'OMS, l'ARS ou la Haute Autorité de Santé, etc. Toute cette armada d'institutions ne tient qu'à ce petit mot de 5 lettres, notre santé. Vous comprenez pourquoi il est là, au milieu de ce titre? Parce que sans lui, tout le système s'écroule et avec lui, le trafic de drogues médicamenteuses. Car la camelote nous est imposée par ces institutions sous prétexte de nous soigner. En vérité, la santé varie selon les individus et s'observe cliniquement sur chacun. Mais la santé collective, j'attends qu'on m'en donne une définition. Moi, je connais la maladie collective, ça s'appelle une épidémie, car la maladie peut être contagieuse. Mais la santé, ce n'est pas contagieux. Pour qui sait que la santé est une affaire personnelle? La mayonnaise ne prend pas. Il n'a pas besoin de drogue chimique pour aller bien. Non seulement il n'en a pas besoin, mais il s'en protège. La seule façon de lui enfoncer des drogues dans la gorge, c'est de le déresponsabiliser. Et cela se fait par le déplacement de sa responsabilité personnelle vers le groupe. Ce postulat n'est pas que dans le titre, il est scrupuleusement entretenu tout au long du film, dont voici quelques extraits. Le plus beau système politique solidaire, la santé publique. Fin de citation. Quand on y réfléchit bien, la santé publique, ça ne veut rien dire. Ma santé n'est pas publique, elle est personnelle. Et le dit système politique solidaire est un racket sur les salaires pour financer le trafic de drogue médicamenteuse. Si chacun devait payer ses propres médicaments, les gens réfléchiraient bien plus avant d'en consommer. La Sécu est une belle arnaque pour détourner les fonds publics. Autre citation. La pire crise de santé publique de notre pays. Autre citation. La maladie est classée par l'OMS. C'est le postulat que l'OMS sait et que nous ne savons pas. L'OMS est notre maître à penser. Autre extrait. Les labos ont la responsabilité de transmettre les infos aux autorités de santé. C'est là qu'apparaît le mot autorité. Et le mot est raccordé au mot santé pour réaffirmer que la santé est gouvernée par des institutions. Mais de quel droit? Personne n'a la moindre autorité sur ma santé, jamais. Autre extrait. En 2015, Sanofi s'accorde enfin avec l'Agence de sécurité du médicament qui autorise les produits de santé. Qui dit autorisation dit autorité, hiérarchie. Même si cette dite autorité s'exerce sur les marchands, elle sous-entend toujours que la santé est réglementée par des dits experts. D'autre part, le mot sécurité nous laisse croire que nous sommes protégés contre les abus des marchands alors que les deux structures sont complices, comme expliqué dans le film. Autre extrait. L'Agence européenne des médicaments prend le pictogramme. Cela sous-entend que les pictogrammes sont soumis à des commissions de réglementation auxquelles nous ne participons pas. Autre extrait. La concurrence est autorisée entre les labos. Elle est autorisée par qui? Vous? Moi? Vous voyez que le mot autorisation est très présent tout au long du film. Si avec ça vous n'avez pas compris qui fait la loi sur votre santé, vous le faites exprès. Alors le troisième postulat est l'affirmation que la médecine est sacrée et notre seule chance de salut. Le troisième postulat infiltré dans ce film affirme de toutes ses forces que la médecine c'est la santé. On ne sait jamais. Des fois qui nous prendrait l'idée de vérifier si c'est vrai. D'un bout à l'autre du film, le postulat tourne en boucle comme une évidence, à tel point qu'on va jusqu'à les remplacer l'une par l'autre dans le titre. Pour dire la face cachée de notre système de santé, qui n'est rien d'autre que la médecine, on dit la face cachée de notre santé. Lu au sens propre, ce titre ne veut rien dire, mais le raccourci frauduleux entre santé et médecine passe inaperçu parce que vous l'avez entendu toute votre vie. Si le mot santé remplace le mot médecine dans le titre, ce n'est pas par accident. C'est pour que vous entendiez médecine quand vous lisez santé. Par ce tour de magie, la médecine prend en otage la valeur sacrée de la santé pour se l'attribuer. Et le tour est joué, vous entrez en religion devant Sainte Médecine.
c'est du grand art manipulatoire qui échappe à tout le monde, ou presque, sur une chaîne de grande fréquentation. Entre nous, si la médecine était si miraculeuse, ça se verrait, elle n'aurait pas tant besoin de nous le rabâcher. La soupe nous est pourtant servie d'un bout à l'autre du film. Derrière ce titre, il fallait s'y attendre. Aucun superlatif ne nous est épargné pour tailler à la médecine un costume de sainteté. En voici quelques extraits. C'est un médicament essentiel. Le nouveau traitement va révolutionner l'ancien traitement. De grands ophtalmologues ont fait des essais cliniques sur des milliers de patients. Le traitement fonctionne parfaitement. Le produit de thérapie génique contre la leucémie est fantastique. Un traitement révolutionnaire contre la DMLA, une maladie gravement invalidante, allant jusqu'à la cécité. Un nouveau médicament qui ralentit considérablement la progression de la maladie. Un professeur découvre que l'Avastin améliore la vue. La conférence annuelle d'ophtalmologie réunissant tous les spécialistes de la rétine. Oh. Et dans les témoignages, une femme dit « Pour moi, les médicaments sont indispensables. La question ne se pose pas. Sans les médicaments, je ne peux pas vivre. Ah, comme c'est beau !» Un homme dit en parlant de l'hépatite C « Ce traitement m'a sauvé la vie, sinon j'aurais eu un cancer ou une encéphalopathie hépatique. Ça guérit des gens qui étaient condamnés. » Et toutes les annonces de nouveaux traitements révolutionnaires sont accompagnées dans le film de musique joyeuse, histoire de nous la jouer heureuse. Au bilan, nous avons donc 3 postulats souterrains dans ce film qui sont les suivants. 1. La fatalité de la toute-puissance des laboratoires. 2. L'affirmation que la santé est collective. 3. L'affirmation que la médecine est sacrée. Alors, c'est bien beau tout ça, mais les médicaments qui tuent n'arrivent pas par hasard dans l'assiette de leurs victimes. Ils sont bien prescrits par des médecins. La médecine n'est donc pas aussi blanche qu'elle prétend l'être. Un bon reportage nous le ferait remarquer. Mais cette question n'apparaît jamais dans le film. Non seulement la médecine n'est pas remise en question, mais elle est idéalisée. Pour lui blanchir les mains, on utilise une méthode vieille comme le monde, qui consiste à désigner les escroqueries comme des exceptions et à livrer leurs auteurs aux chiens sans le moindre scrupule. La fin justifie les moyens pour que la médecine reste coûte que coûte maître à bord de vos précieux organes. La stratégie s'installe dès le début dans l'expression « la face cachée » du titre, qui décidément porte beaucoup de messages. En effet, la 3e mission de cette expression est de présenter les escroqueries médicales comme une partie d'un tout. Car qui dit face, dit 2 faces, et qui dit face cachée, dit face éclairée. En définissant les scandales médicaux comme des faces cachées, l'expression entretient implicitement l'affirmation que le commerce de médicaments aurait aussi une face lumineuse, celle de protéger la dite santé publique. L'exception confirme la règle. C'est l'exception du scandale qui valide la sainteté de la médecine. Et plus le scandale est fort, plus la validation est forte. Tout est dans le contraste. Plus le noir est noir, plus le blanc est blanc. Voilà pourquoi la diabolisation des marchands de médicaments est si caricaturale dans ce film. Si vous croyez qu'on les jette par-dessus bord pour rendre justice, vous vous trompez. Le but est de sauver le navire. Mais ce n'est pas tout. Une fois les 2 faces de la médecine divisées par la stratégie du contraste, elles sont mises en conflit entre elles. Le camp obscur est accusé de porter préjudice au camp lumineux. Les méchants marchands sont accusés de noircir la réputation de la belle médecine et c'est gagné. Votre haine des marchands fabrique vos bons sentiments pour la belle et grande médecine. Tout est fait pour vous faire oublier qu'ils marchent ensemble. C'est digne des plus grands contes de fées. Au passage, je vous fais remarquer que la stratégie de l'exception et du contraste est exploitée systématiquement dans l'univers médical. Étrangement, on la retrouve dans les notices des médicaments, où les effets
indésirables sont placés dans une balance de type bénéfice-risque dans le même objectif. Leurs effets toxiques sont appelés secondaires pour créer de toutes pièces des effets guérissants que personne ne constate. Très malin pour nous faire avaler la pilule. Voici des phrases extraites du film qui illustrent mon analyse. Les médecins ne sont pas assez armés pour déceler ces ruses. Gentil médecin, méchant labo. La médecine fondée sur les faits et la médecine d'excellence, gentille, sont souvent plus influencées, donc innocentes, par les intérêts des entreprises pharmaceutiques, méchantes, que par la santé des patients. Les médecins ont prescrit massivement ces antidouleurs, c'est bon, poussés par les laboratoires, méchants, mais aussi pour satisfaire leurs patients, donc médecins gentils et pas responsables. Les labos investissent beaucoup de temps et d'argent dans la recherche, gentille médecine, mais ils s'investissent surtout sur les maladies très répandues pour gagner le blockbuster et faire les plus grands profits. Méchants. C'est l'escalade des prix pour des traitements qui sauvent des vies, mais à quel prix? On sauve des vies, gentil, mais à quel prix? Méchant. Vous voyez, c'est vraiment, c'est permanent. On interviewe un de ces méchants médecins qui a été corrompu par les marchands à hauteur de 200 000 € par an et on le montre du doigt. Ensuite, on fait l'éloge d'un mouvement de médecins qui refusent les cadeaux et qui payent leurs propres repas dans les congrès. À l'occasion, on raconte que certains congrès parviennent à se passer du sponsoring de Big Pharma. D'un côté, vous avez la belle et grande médecine qui fait des jolis congrès, et de l'autre, vous avez des méchants marchands qui sont interdits d'accès. Parmi les complices des méchants marchands, on dénonce aussi la FDA, qui veut dire Food and Drug Administration. C'est l'agence qui décide quel médicament pourra être commercialisé et par quel marchand aux États-Unis. Une journaliste dit « La FDA est rémunérée par les labos en frais de service, donc elle est dépendante des entreprises qu'elle est censée réguler, donc elle est extrêmement conciliante. C'est un conflit d'intérêts flagrant. » Ici, on a la gentille FDA qui est déchirée entre son gentil rôle de protéger la santé publique et sa dépendance financière envers les méchants marchands. Ce n'est pas de sa faute, elle est victime des manipulations des marchands. Tous les moyens sont bons pour noircir les méchants ou blanchir les gentils, y compris les raccourcis les plus grossiers, comme l'apparition de Trump et du drapeau américain. Quoi de plus efficace que des symboles d'extrême droite pour noircir un tableau? Voilà, j'en ai fini avec le découpage du film. Alors, voyons ce que dit ce reportage. Dès le départ, il s'annonce comme une dénonciation outrée des comportements mafieux de l'industrie pharmaceutique. À l'occasion, il nous fait remarquer que cette industrie a pris peu à peu une place capitale dans les marchés internationaux et jusqu'aux plus hauts étages de la finance. Sans discuter leur existence, il s'indigne de leur abus de pouvoir, de leurs abus de pouvoir, et présente quelques poursuites judiciaires comme une bonne parade à ces débordements, parce qu'elles ont abouti à des condamnations. Un autre angle d'attaque consiste à publier en ligne la liste des médecins corrompus. Et c'est tout ce que le film nous sert en matière de réponse à la problématique. En même temps, il nous chante en bruit de fond les louanges de sainte médecine et la légitimité de la gouvernance des institutions médicales sur nos corps physiques. Et pourtant, il n'y a pas de mafia pharmaceutique sans médecine, ni de médecine sans cette mafia, puisque la médecine consiste à ingérer des produits chimiques. Alors, quand on m'envoie un lien vers ce genre de film en croyant m'apprendre la bonne nouvelle que les médias commencent enfin à dire la vérité au peuple, parce qu'elles dévoilent les crimes de Big Pharma, j'avoue que j'hésite entre rire et pleurer. Parce qu'en réalité, ce film est au service de Big Pharma, et pas qu'un peu, la simple lecture de son titre me l'a fait comprendre. Si j'ai regardé le film malgré cela, c'est pour l'analyser et vous montrer point par point comment il s'y prend pour vous maintenir dans l'ignorance derrière ces airs de 10 heures de vérité. En y regardant bien, on s'aperçoit que ce film a tout d'un conte de fées, qui raconte à peu près cela.
Il était une fois un pays lointain où les gens tremblaient devant les maladies parce qu'ils étaient trop faibles pour s'en protéger. Leur corps était mal fait, c'était fatal. Si bien qu'ils étaient décimés par les épidémies successives, c'était tragique. Quand soudain une bonne fée tombée du ciel et pleine de bonnes intentions promit de les protéger contre les vilaines maladies, à condition qu'ils lui obéissent et qu'ils boivent ses potions magiques. La fée s'appelait Médecine. À ces mots, le roi fut fort content et lui confia la gouvernance de la santé du peuple. La fée délégua cette responsabilité à ses enfants, qu'elle appelait médecins. Mais les potions ne sortaient pas du bout de sa baguette magique. Elles étaient fabriquées dans des ateliers par des magiciens laborantins, ce qui représentait un coût. Elles étaient donc payantes, mais pendant un siècle, leur prix fut raisonnable. Tout allait bien quand soudain, cette belle histoire tourna au cauchemar. Pendant ce siècle de gouvernance de la santé par la fée médecine, les maladies dégénératives explosèrent. Quand on s'aperçut que certaines étaient provoquées par les potions magiques, la fée expliqua que c'était des effets secondaires exceptionnels qui étaient incontournables pour protéger la majorité des gens. Mais ces maladies étaient terribles, voire mortelles. De plus, les magiciens laborantins s'en transformèrent en méchants sorciers qui profitèrent de leur rôle fondamental dans la santé du peuple pour faire flamber les prix des potions magiques et ruiner les malades. C'est alors qu'une autre fée providentielle, appelée Justice, envoya en mission ses enfants magiciens, les juges et les avocats, pour juger les vilains sorciers. Voilà ce que vous entendez quand vous regardez ce film qui vous traite comme des enfants pour vous faire réagir comme des enfants. Il vous dit que les institutions s'occupent de tout pour que vous ne vous occupiez de rien. Dormez bonnes gens, tout est prévu. Papa, maman, institution veille sur vous. Ne réfléchissez pas, n'agissez pas, ne changez rien. Maman médecine et papa tribunal pensent pour vous et vous protègent de tous les dangers. Et le résultat escompté se produira. Les spectateurs de ce film ne changeront rien à leurs habitudes. Ils détesteront Big Pharma tout en continuant à téter le sein de maman médecine et par là rempliront les poches des plus grands trafiquants de drogue. Ils boiront le lait de maman médecine en croyant s'y nourrir alors qu'ils s'y empoisonnent. Car la médecine est aux malades ce que la drogue est aux drogués, un faux ami. La crédulité des malades en ce faux ami est au cœur de l'enrichissement des marchands. Oui, la toute-puissance de ces trafiquants, qu'on s'acharne à vous montrer comme une fatalité, ne tient qu'à cette crédulité. Elle ne tient qu'à la confiance aveugle des malades dans Madame Médecine. Car c'est elle qui vous met la camelote dans la bouche. Voilà pourquoi cette confiance est férocement entretenue par l'affirmation récurrente que la médecine est aussi essentielle à la santé que le sein peut l'être au nourrisson. Si vous attendez qu'Arte vous l'apprenne, vous pouvez attendre longtemps. Son rôle n'est pas de vous renseigner, mais de vous faire croire qu'il vous renseigne. Il vous nourrit pour que vous n'alliez pas chercher à manger. Si vous voulez connaître la vérité sur la médecine, vous ne l'apprendrez que par vous-même. Vous la découvrirez en vous basant sur votre propre observation des faits, celle que vous exercerez avec vos propres yeux. Cette vérité se révélera à votre conscience uniquement par le biais de votre esprit critique personnel. Vous ne pouvez pas compter sur les institutions pour vous la dire, car la vérité est le contraire de ce qu'elles disent depuis toujours. L'existence même de la médecine dans votre paysage ne tient qu'à leurs discours mensongers. De l'école à la télévision, en passant par le journal, la radio et bien sûr le médecin de quartier, ils ont saturé vos oreilles toute votre vie, dans une orchestration finement jouée. Si ces organismes vous servent le mensonge sur la médecine depuis toujours, comment pourraient-ils vous servir la vérité en même temps? Et s'il en est un qui ne peut vraiment pas le faire, c'est bien le médecin, car cela reviendrait à faire son autocritique, puisqu'il en est l'acteur principal. Réfléchir sur le bien fondé de la médecine
mettrait sa réputation en jeu. Pour connaître la vérité sur la médecine, vous devrez prendre du recul sur elle et vérifier tout ce qu'on vous a dit, aussi bien sur son histoire que sur sa définition. C'est fondamental pour votre sécurité, car le choix d'une médecine expose votre intégrité, voire votre vie. Avant de me pencher sur son histoire, je vais d'abord discuter sa définition. Quand la prescription de médicaments chimiques se fait appeler la médecine, j'entends deux postulats dans cette appellation. Le mot médecine affirme qu'elle rend la santé aux malades, et l'article la, placé devant médecine, affirme qu'elle est la seule à le faire. Ici, c'est comme dans le film d'Arte, le titre qu'elle se donne contient tous ces mensonges, car cette prétendue médecine ne rend pas la santé et elle n'est pas la seule à prétendre le faire. Non seulement elle ne rend pas la santé, mais elle la détruit. Voilà ce qu'un vrai reportage devrait vous dire. Il vous dirait que les maladies dégénératives et les malformations fœtales ont explosé depuis l'arrivée de cette prétendue médecine dans notre paysage. Il vous dirait qu'elle est un engrenage qui vous conduit à prendre des médicaments toute votre vie. Il vous dirait aussi que Pasteur était un imposteur et que les vaccins ne vaccinent pas. Il vous dirait que les effets secondaires ont été inventés pour vous cacher qu'il n'y a pas de bons effets. Car une vraie bonne médecine n'a pas de balance bénéfice-risque. Elle n'a que des effets bénéfiques ou aucun effet. Mais elle ne nuit pas. En vérité, les maladies ne sont que des manifestations de stress. Que ce stress provienne d'un choc émotionnel comme la peur ou d'un choc physiologique comme l'ingestion d'un poison, le résultat est le même. Il se manifeste par l'encrassement de l'organisme. Ce processus est expliqué dans mon livre à l'appui de multiples sources scientifiques. Je ne l'ai pas inventé. Ainsi donc, si la maladie arrive par l'encrassement, il va de soi que la santé revient par le nettoyage de l'organisme. C'est aussi simple que cela. Et cela explique pourquoi les anciens médecins soignaient les malades en purgeant leurs intestins par des lavements et des diètes ou en purgeant leur sang par des saignées et des bains de chaleur. Ils les envoyaient aussi en altitude pour les décharger de leurs ions positifs et les baigner dans des eaux thermales. Cette politique de santé portait aussi le nom de médecine et pourtant, elle n'avait rien à voir avec celle qui se donne le même nom aujourd'hui. Elle consistait à faire sortir des choses de l'organisme alors que la médecine moderne en fait entrer à l'intérieur. Les seules formes de médicaments que les anciens médecins prescrivaient étaient extraits de plantes médicinales comme les tisanes et les cataplasmes. Tout cela marchait très bien et c'est ainsi que l'humanité a survécu aux maladies à travers les millénaires. Je vous donne pour simple exemple... j'ai sauté une ligne. Non seulement cela, mais les gens étaient beaucoup plus forts et résistants que maintenant. Je vous donne pour simple exemple celui de la vue. Mes grands-parents n'ont jamais porté de lunettes de leur vie, mes parents en ont porté à partir de 50 ans, moi j'en ai porté à partir de 10 ans, et les enfants d'aujourd'hui en portent avant même de savoir marcher. Autre exemple, quand j'avais 10 ans, le cancer était une maladie rarissime. Et maintenant, il y en a dans toutes les familles et à des âges de plus en plus jeunes. Il y en a même dans les fœtus. La vraie liste des signes de dégénérescence de l'espèce depuis que nous avalons des médicaments est beaucoup plus longue et s'allonge même tous les jours. Le film d'Arte nous en parle sans en avoir l'air, en faisant intervenir des victimes de Big Pharma qui souffrent toutes de maladies dégénératives, comme l'épilepsie, l'autisme, la cécité ou la leucémie. Si la flambée des maladies dégénératives n'est pas une épidémie au sens contagieux du terme, cela a tout d'un fléau et cela demande à être traité comme tel. Alors, pour qui sait que la maladie arrive par l'encrassement de l'organisme, il est clair que nous avons affaire à une forme d'empoisonnement sociétal. Le stress psychologique ne peut l'expliquer à lui seul, même s'il y participe. Car nos générations ne sont pas plus impactées psychologiquement que celles de nos ancêtres, qui traversaient des guerres et se faisaient battre par leurs parents ou par leurs conjoints, voire violer, car les hommes avaient tous les droits sur leurs femmes. Ainsi donc, si l'encrassement de nos organes ne vient pas d'un stress psychologique, il ne reste que le stress physiologique,
pour expliquer la dégénérescence globale des populations. Et sachant que le stress physiologique résulte d'un empoisonnement, il convient alors de s'interroger sur ce qui a bien pu encrasser les corps des populations depuis la génération de mes grands-parents, autant dire un siècle. Cela ne peut être qu'un phénomène sociétal. Il est maintenant largement admis que l'industrie pétrochimique est en cause dans la prolifération des maladies dégénératives. Cette industrie s'est développée dans tous les secteurs de la société, comme l'agriculture, les additifs alimentaires, les cosmétiques, le textile, les produits d'entretien, le bâtiment, les transports, l'armement, mais pas seulement. Je vous fais remarquer que la médecine moderne fait aussi partie de la famille. À ce titre, elle est donc tout aussi suspecte d'impacter la santé que les autres branches de l'industrie pétrochimique. Voilà ce que vous dirait un véritable reportage. Celui d'Arte met un peu le sujet sur la table, mais il dessine les affaires d'empoisonnement médical comme des accidents. À aucun moment, il ne discute le principe de base qui consiste à faire avaler du pétrole à des malades pour les soigner et d'appeler ça de la médecine. Bien au contraire, il fait le silence total sur cette étrangeté qui bousculerait la fiabilité de la médecine si elle était montrée du doigt. Et cela n'a pas sa place dans un film qui sacralise la dite médecine. Pourtant, il y a bien un vice de forme dans le procédé, car le pétrole n'est pas comestible par l'être humain. À ce titre, et par définition, il est l'ennemi de la santé, au moins en encrassant l'organisme quand il ne le tue pas. Et nous avons vu précédemment que l'encrassement de nos organes causait des maladies. Si le pétrole avait le pouvoir de rendre la santé, il faudrait d'abord qu'il commence par ne pas nous la faire perdre, car il ne peut faire tout et son contraire. Nous avons vu précédemment que la santé revenait par le nettoyage de l'organisme, et je ne vois pas de nettoyage dans l'encrassement des organes. J'attends qu'on me l'explique. J'ajoute à cela que le concept de nettoyage est totalement absent des protocoles médicaux. On est donc autorisé à se demander par quelle anomalie cette politique dite sanitaire, plus que douteuse, a franchi toutes les barrières éthiques de préservation de l'espèce et gouverne le monde aux côtés des ministres. Il y a forcément quelqu'un qui n'a pas fait son boulot au passage. La réponse à cette question est dans l'historique de la médecine que j'ai trouvé dans un vrai reportage digne du nom qui s'intitule « Comment Big Oil a conquis le monde entier ». Je mettrai le lien en description sous cette vidéo. Dans la culture populaire, il est communément admis que la recherche médicale a pris naissance en Grèce dans les travaux d'Hippocrate et qu'elle n'a cessé de progresser jusqu'à maintenant. Dans ce contexte, l'industrie pharmaceutique se définit comme le produit le plus accompli, le plus abouti de cette recherche. Elle existerait donc à la fois par la médecine et pour la servir. Cette présentation de la hiérarchie médecine-pharmacie est adoptée spontanément par la plupart des gens parce qu'elle a été vraie pendant des siècles. Avant l'industrialisation de la pharmacie, les médicaments étaient préparés par les médecins eux-mêmes ou par des apothicaires et jusque-là, il était clair pour tout le monde que la pharmacie était l'outil de la médecine. Mais l'émergence de l'industrie pétrolière a renversé le pouvoir. En 1901, l'école de médecine américaine a été infiltrée par des agents de la compagnie pétrolière Standard Oil, dont le fondateur s'appelait John Davidson Rockefeller. Le but de cet homme d'affaires était de rendre acceptable l'inconcevable, à savoir l'intégration du pétrole dans la fabrication des médicaments, car il y avait un marché colossal à conquérir derrière ce défi. Cette monumentale opération de marketing, basée sur le détournement de la pensée médicale, a commencé par l'éclosion de l'Institut Rockefeller pour la recherche médicale. Cet organisme n'avait de médical que le nom, mais personne n'a eu l'idée de s'en plaindre quand son fondateur a ouvert son portefeuille. Au nom d'une philanthropie plus que douteuse, il a versé des fonds substantiels à l'école de médecine à condition d'y mettre son nez. Et la suite, nous la connaissons, c'est la domination du monde par l'industrie pétrolière qui joue aux docteurs et aux pharmaciens alors qu'elle n'est ni l'un ni l'autre. Les vrais médecins sont déclassés au rang de charlatans.
et les vrais médicaments sont interdits. Les pharmaciens ne vendent pas des médicaments mais des poisons. Les prétendus médecins sont formés par les fabricants de ces poisons uniquement pour en assurer la clientèle. Sans le savoir, ils jouent le rôle de représentants de commerce parce qu'ils croient qu'ils ont appris la médecine et qu'ils sont médecins. Mais la médecine qu'on leur apprend n'est pas la descendante de la médecine d'origine. Elle n'est même pas une médecine, c'est une apprentie sorcière qui triture le vivant avec des molécules chimiques indigestibles par l'être humain. Le résultat ne s'est pas fait attendre, c'est le désastre sanitaire qui se déroule sous nos yeux depuis un siècle, car les poisons font leur boulot. Par leur consommation régulière, l'espèce humaine a glissé dans la spirale infernale de la dégénérescence, et les maladies infectieuses viennent s'y greffer. Nous sommes bien loin du conte de fées claironné par le reportage d'Arte. Si vous voulez connaître la vérité, il vous suffit de relire ce conte en inversant tous les mots, car tout n'est que mensonge dans ce génocide sans précédent. Et cela donnerait à peu près cela. Il était une fois un pays lointain où les gens étaient robustes parce qu'ils nourrissaient leur corps des éléments nécessaires au maintien de leur vie, du bon air, de l'eau potable et des aliments comestibles. Quand parfois des éléments impropres à la consommation s'introduisaient dans leur corps, ils les rejetaient spontanément par des processus de nettoyage comme la transpiration, l'éternuement, la toux, le vomissement ou la diarrhée. C'était la manifestation d'un système de guérison intrinsèque très intelligent. Quand ce nettoyage spontané ne suffisait pas, les gens le renforçaient par des techniques de purge. Et quand cela ne suffisait encore pas, ils demandaient aux druides quelle plante médicinale était la plus appropriée pour les purger de leur crasse. Les plantes étaient cueillies et fournies par les druides, et c'est ainsi que l'espèce a survécu pendant des millénaires. Tout allait bien jusqu'au jour où des gens ont quitté leur village pour s'entasser avec d'autres dans des villes au mépris de leurs besoins vitaux. Ils respiraient les fumées toxiques de leurs ateliers, ils buvaient de l'eau viciée, ils mangeaient de la nourriture avariée et ne se lavaient pas. Leurs corps affaiblis par cette maltraitance succombaient alors à des maladies infectieuses collectives qu'on appelait des épidémies. Et cela recommençait tant qu'ils maintenaient ce régime irrespectueux de leurs besoins vitaux. Inconscients de faire leur propre malheur par imprudence, ils sont alors tombés dans le piège d'une sorcière déguisée en fée qui s'appelait Industrie. Ils l'ont accueillie à bras ouverts parce qu'elle promettait de leur apporter du confort. Mais les fumées de ces châteaux crasseux intoxiquaient le peuple. Sous l'effet de ces poisons, les corps se déformaient et leur système de défense s'affaiblissait. Ces symptômes témoignaient de la dégénérescence de l'espèce par empoisonnement, mais les gens croyaient que c'était des maladies qui leur tombaient dessus par malheur. Cet aveuglement les empêchait de résoudre la problématique et leur impuissance les plongeait dans un climat de peur permanent. Dans ce funeste tableau, la sorcière voyait la réussite de la première partie de son plan, car la suite ne pouvait s'appliquer qu'à des gens effrayés et ignorants. Le but était de leur faire avaler ces poisons en leur faisant croire que c'étaient des remèdes contre leur dégénérescence, et cela fut très facile, car le peuple était très naïf. Elle faisait répandre sa propagande mensongère par ses enfants nommés médecins qu'elle qualifiait de savants experts. Et elle appelait ces poisons des médicaments. Sous l'emprise de ce régime mortifère, la population hypnotisée par ces belles paroles entra dans une spirale d'autodestruction, car les poisons qu'elle avalait pour guérir la détruisaient chaque fois un peu plus, en souillant le sang au lieu de le nettoyer. Mais ce n'est pas tout. En pillant la santé des gens, la sorcière pillait aussi leurs économies, car elle faisait payer ses poisons. Et ce commerce fit sa fortune. Un jour, le roi s'aperçut de la supercherie, mais la sorcière le fit taire en partageant le butin avec lui. Il se fit même complice avec elle pour persécuter les druides qui étaient les vrais soignants et pour imposer les poisons comme les seuls remèdes aux maladies. Toutes les ruses étaient utilisées pour faire entrer les poisons dans les corps de son peuple, que ce fût par la bouche, par le rectum, par la peau ou par des seringues. Voilà la vérité sur toute cette affaire.
L'intérêt de cette vérité est qu'elle débouche sur une solution, contrairement à la version totalement déformée d'Arte, qui vous laisse avec un sentiment d'impuissance. Elle vous présente la toute-puissance de Big Pharma comme une fatalité, alors qu'elle ne l'est pas. Car la dite puissance de Big Pharma ne tient qu'à votre croyance en son utilité. Et votre croyance en son utilité ne tient qu'à votre foi religieuse en la médecine. Voilà pourquoi la sacralisation de la médecine est méticuleusement entretenue par les médias. Mais à partir du moment où vous comprenez que ni l'une ni l'autre ne vous servent à rien, vous êtes libre. Vous arrêtez d'acheter leur camelote et c'est ainsi que vous les ruinez. Car leur richesse est faite de l'argent que vous leur donnez. C'est aussi simple que cela. Nul besoin d'entrer dans des rapports de force avec eux, ni en leur faisant des procès, ni en manifestant dans les rues. Vous économisez à la fois votre temps, votre énergie et votre argent. Tout comme pour guérir de l'alcoolisme, on ne fait pas la guerre aux marchands d'alcool, on arrête tout simplement d'en boire. C'est la méthode la plus pacifique qui soit et aucune loi ne vous interdit de le faire. Voilà ce que devrait vous dire un bon reportage. Mais Arte sacralise la médecine et confie la problématique à la justice, et par là, elle vous invite à ouvrir le porte-monnaie 2 fois. Une fois pour acheter les poisons, et une fois pour payer les avocats. Alors qu'il suffit de ne pas l'ouvrir du tout, ni pour les uns ni pour les autres. Sous ce nouvel éclairage, vous voyez maintenant la contradiction qu'il y a dans le reportage d'Arte, quand il crie au scandale de la toute-puissance des labos, tout en sacralisant la médecine. Un non-sens, quand on sait que la médecine est le produit des labos et qu'elle est née pour les servir. Son rôle est de nous convaincre que la santé arrive par l'introduction d'un produit dans notre corps, alors qu'en réalité, la santé arrive par un processus inverse, qui consiste à faire sortir les toxines de notre corps. En cela, la médecine est criminelle, car elle fait entrer des choses dans notre corps au lieu d'en faire sortir. Et non seulement ces choses ne nous nettoient pas, mais en plus, elles nous encrassent et nous font dégénérer. Nous suivons les conseils de la médecine chimique parce que nous croyons qu'elle est la descendante de la médecine d'origine, mais elle ne l'est pas. Elle s'est donné ce titre par effraction et son but n'est pas de rendre la santé. Elle n'est que la boutiquière d'un commerce dont le but est, par définition, de s'enrichir. Quand vous reprochez aux labos de faire des profits, vous discutez leur raison d'être. La médecine chimique est donc indissociable de la politique de profit qui est dénoncée dans le reportage d'Arte. Elle en est totalement complice. Quand on vous la présente comme la mère génitrice de la pharmacopée, on se moque de vous en inversant le lien de filiation. Car c'est le commerce de drogues médicamenteuses qui a enfanté la pseudomédecine, pour qu'elle vous enfonce sa camelote dans la gorge ou qu'elle vous l'injecte par des seringues. Quand on l'innocente de toutes les affaires criminelles pharmaceutiques, on vous ment, car elle en est par définition la complice. Elle en est la colonne vertébrale. Sans elle, tout l'univers pharmaceutique s'effondre, et adieu à la toute-puissance des labos. Voilà, je crois en avoir assez dit pour prouver que les 4 postulats du reportage d'Arte sont faux. Le premier dit que la médecine c'est la santé, c'est faux. Le deuxième déresponsabilise la médecine des crimes pharmaceutiques, c'est faux. Le troisième dit que les marchands de médicaments sont fatalement puissants, c'est faux. Et le dernier dit que la justice est notre bouclier contre les marchands, c'est faux. 1. La médecine n'est pas la santé parce qu'elle fait rentrer des poisons dans nos corps au lieu d'en faire sortir. 2. Son but est de prescrire les poisons médicamenteux, donc elle est totalement impliquée dans les affaires criminelles pharmaceutiques. On ne peut pas dire qu'il y a la belle et grande médecine d'un côté et les grands méchants marchands d'un autre, car ils marchent ensemble. 3. La toute-puissance des marchands n'est pas fatale, elle ne tient qu'à notre crédulité en la médecine. Pour faire tomber les marchands, il faut faire tomber la médecine. 4. La justice ne dérange aucunement le trafic des marchands. La justice est là pour vous faire croire que la résistance est organisée, pour que vous ne l'organisiez pas vous-même. En résumé, que faut-il retenir de tout cela? Eh bien qu'il n'existe pas de politique publique de santé.
Il n'y a pas de pilote dans l'avion. La médecine ne nous protège pas contre les maladies, pour la simple raison qu'elle n'est pas faite pour ça. Son rôle est d'écouler la marchandise d'un commerce de produits pétrochimiques sous le prétexte de rendre la santé, avec la complicité des gouvernements, mais en vérité elle nous empoisonne. Face à cette menace contre l'espèce humaine, la solution est entre les mains de chaque individu. Et ce n'est pas aussi difficile que vous croyez. La toute première chose à faire, c'est d'arrêter le massacre en désertant les cabinets médicaux. Et cela inclut l'arrêt de toute vaccination. Car la vaccination n'a jamais été démontrée, ni scientifiquement, ni statistiquement. Par contre, sa toxicité est démontrable. Ensuite, il convient d'apprendre à bien nourrir le corps sur tous les plans, physiquement, psychiquement et affectivement. En même temps, apprendre à nettoyer les organes des poisons que l'on a emmagasinés depuis longtemps. C'est aussi simple que cela. Je suis la preuve vivante de ce que j'affirme, car j'ai échappé à la mort en suivant cette méthode. À partir du moment où j'ai compris qui était la médecine, j'ai arrêté de consulter des médecins. C'était il y a 35 ans, et je n'ai jamais changé d'avis depuis. Ma fille n'a jamais avalé le moindre médicament tant qu'elle a été sous ma responsabilité, et elle va très bien. Ce choix n'a pas été fait par dogmatisme, mais par lucidité. L'apprentissage d'une bonne gestion de la santé se fait en lisant des livres ou en écoutant des vidéos sur Internet. Il y en a beaucoup. Si vous voulez vraiment savoir comment guérir, n'écoutez pas les médecins, mais les anciens malades qui ont guéri sans recourir à la médecine. Et mon propre livre en fait partie.